1992, c'est la révision qui a permis que la France entérine le traité sur l'Union européenne. C'est le traité de Maastricht dont tout le monde se souvient. Ça a permis à la France à la fois d'être ce qu'elle est aujourd'hui, un grand pays et une préfiguration avec les autres pays de l'Union européenne. Il faut vous complimenter aussi, Monsieur le Président, pour une partie substantielle de votre action depuis un an et pour celle que mène avec sérieux et sans esbrouffe votre Premier ministre, Édouard Philippe. D'abord, au plan international, personne ne peut nier que la France a retrouvé une place, un rôle et une influence qu'elle avait largement perdue. Premièrement, parce que vous avez battu les populistes en France au moment où ils s'imposent partout. Ensuite, parce que dans un monde tenté par le protectionnisme, l'isolationnisme, les menaces et les postures, vous donnez l'image d'une France attachée au dialogue, à la paix, au multilatéralisme et à l'Europe. Et chez les Français si attachés à l'universalisme de leur nation, pour lesquels une France petite est une France en crise, cette image est rassurante. Sur le fait que l'une des premières revendications du mouvement actuel, nous l'avons tous entendu, c'était la suppression du Sénat. Est-ce que nous avons, nous, ici, nous taire là-dessus? Est-ce que nous ne voyons pas ce que ça signifie? La réalité, c'est que nous sommes pris entre deux feux. D'un côté, un président de la République qui, dans son obsession de la verticalité, a cru qu'il pouvait enjamber les corps intermédiaires, les parlementaires, les élus locaux, et qui se retrouve aujourd'hui logiquement ayant fait le vide de ses interlocuteurs institutionnels en confrontation directe avec une base radicalisée. De l'autre côté, un mouvement qui pense que, sans aucune organisation et grâce à Facebook, on peut se passer de la représentation nationale, voire demander sa disparition. Ce que nous savons, nous, c'est qu'un pays ne peut se diriger par les réseaux sociaux, que chaque jour un peu plus, ces réseaux sociaux sont envahis de fake news et de bullshit, que chaque jour un peu plus, leur devise semble être « je hais, donc je suis ». Ce que nous savons, c'est qu'une situation dans laquelle une base radicalisée s'oppose sans aucun intermédiaire au gouvernement et au président, au point qu'un de ses leaders n'a pas hésité hier à appeler à envahir l'Élysée samedi prochain, qu'une telle situation ne peut se terminer que de deux manières, soit l'insurrection, soit en cas de pourrissement, la dispersion d'un mouvement et l'oubli de ses objectifs, dont il ne resterait pas plus que ce qui reste d'un moineau ayant traversé un ventilateur. S'il y a une chose que nous devons rappeler aujourd'hui ici dans cet hémicycle, que nous devons rappeler au président de la République comme aux Gilets jaunes, c'est que nous sommes en guerre contre tous les Français, en guerre, contre tous les Français. Plus aujourd'hui dans les rues le samedi que quelques acharnés d'un mouvement sans but et sans programme, zigzaguant le long des boulevards comme des canards décapités, en répétant « on ne lâche rien », sans qu'on sache d'ailleurs ce qu'ils tenaient. Entre Montesquieu et Tocqueville d'un côté, Drouet et le boxeur du Pont des Arts de l'autre, je choisis les premiers, même s'ils n'ont pas d'amis sur Facebook. Ce n'est tout de même pas la faute du Sénat si M. Benalla est le seul éléphant au monde qui se promène avec son propre magasin de porcelaine. Vous dites le populisme, c'est aussi le peuple. Victor Hugo disait la foule trahit le peuple. La foule est traître au peuple, il disait. Le populisme, c'est pas le peuple. Le populisme, c'est la foule. Et les modalités de démocratie directe qu'on nous propose aujourd'hui, une partie d'entre elles, c'est la foule, et c'est pas le peuple. Le RIC, donc, par exemple, le RIC, lorsqu'il est entendu comme virer Macron, évidemment que c'est la foule. Évidemment que c'est pas le peuple, que c'est pas la démocratie directe telle que certains la fantasment. Moi, je suis pour la démocratie représentative, ça vous étonnera pas puisque je suis sénateur. D'abord, avant de faire de la politique, comme je vous le disais, j'étais 10 ans président de Médecins sans frontières. Ensuite, j'ai créé au début des années 2000, j'ai créé Doctissimo avec Laurent Alexandre et des amis. Nous sommes en guerre contre tous les Français, en guerre, contre tous les Français. Ce que les juristes ne comprennent pas, c'est qu'aujourd'hui Facebook, Twitter, etc. suppriment tous les jours des millions et des millions de messages, suppriment des centaines de milliers de comptes régulièrement, donc c'est la situation existante. Et personne d'ailleurs ne dit aujourd'hui qu'ils exercent une censure. Mais en définitive, le sujet n'est pas là, le sujet n'est pas celui de la censure. Le jour où les réseaux sociaux, et c'est ça à mon avis qu'il faut leur demander, c'est pas une question de droit, le jour où les réseaux sociaux publieront la transparence de leurs algorithmes, la discuteront avec les pouvoirs publics et où on s'apercevra
que ces algorithmes aujourd'hui faussent le débat et privilégient uniquement ceux qui lancent des injures ou ceux qui lancent des scandales, à ce moment-là, peut-être que les réseaux sociaux ne seront plus, comme ils le sont encore aujourd'hui, une menace pour la démocratie. Il faut mettre même dans la jungle, il y a une loi, dans cette jungle que sont les réseaux sociaux, il faut aujourd'hui mettre un peu d'ordre. Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, jamais un réalisateur de films catastrophes n'aurait imaginé un tel scénario. Au début de l'hiver, sur les étals d'un marché chinois, où l'on vend pêle-mêle champignons et plantes médicinales improbables, animaux à plumes et à poils morts et vivants, où des chauves-souris nichent dans les trous des plafonds, un vieil homme achète à la découpe un morceau de l'animal le plus bizarre au monde, qui ressemble à un rat entièrement couvert d'écailles, un pangolin. Il l'emporte, le prépare, le mange et meurt en quelques jours, bientôt suivi d'autres clients du même marché. Les médecins signalent l'affaire aux autorités. Les apparatchiks locaux, terrifiés à l'idée, assez plausible en Chine, d'être châtiés pour un événement dont ils ne sont pas responsables, menacent les soignants des pires sanctions s'ils l'ébruitent. Un jeune médecin passe outre, son compte WeChat est bloqué, mais son post a commencé à circuler. Il meurt quelques jours plus tard de la maladie qu'il vient de découvrir. Entre le 17 novembre, date du premier cas, et l'annonce en janvier par les autorités chinoises de l'apparition d'un nouveau virus, 2 mois se sont écoulés. Un petit foyer d'infection qui aurait pu être contenu va devenir une pandémie. Nous sommes en guerre contre tous les Français. Cette crise, en quelques jours, a changé les Français. Jusqu'à dimanche dernier, les journaux du monde entier s'étonnaient de ce peuple incurable, rebelle à toute discipline, réuni par milliers dans les parcs sous le soleil. Depuis lundi, et c'est un spectacle saisissant, les Français respectent les consignes, ils supportent les contraintes, très majoritairement. Ils ont compris que de leur attitude dépendra non seulement leur santé, mais celle de leurs compatriotes. Comme au grand moment de leur histoire, ils se comportent en citoyens. Je vais me risquer à un pronostic. Je ne suis pas pessimiste. Les exemples de la Chine, une fois les mensonges terminés, et de la Corée du Sud démontrent qu'avec des mesures adaptées, la victoire sur l'épidémie est une question de semaines, non de mois. C'est ce que nous sommes en train de faire. Dernière séquence, une série de plans sur des dizaines d'écrans d'internautes. L'épidémie s'est transformée en infodémie. Les réseaux antisociaux affichent les chiffres les plus alarmistes, promeuvent les médecines farfelues, les bains d'eau chaude et les huiles essentielles. Les chaînes d'infos, en concurrence effrénée, n'arrivent plus à trouver assez d'experts, entre guillemets. À ceux de premier plan succèdent les second et troisième couteaux qui répètent en boucle ce qu'ils viennent de voir sur une chaîne concurrente ou au contraire qui disent n'importe quoi. Plus personne n'y comprend rien, la peur s'installe. Cette année se termine sur une note amère. Le deuil de ceux qui nous ont quittés, le désespoir de ceux qui ont perdu leur travail ou qui vont le perdre, l'angoisse des acteurs du monde de la culture, de la restauration, du tourisme et de bien d'autres qui n'ont qu'une envie, reprendre leur activité et qui ne peuvent le faire. La France déprime et c'est bien compréhensible. Mais nous serions mal avisés d'en rester à ce constat et surtout de le noircir encore. Le Time, premier news magazine américain, titre cette semaine « La pire année de l'histoire ». C'est faux. Pensons à ceux qui étaient dans les tranchées de Verdun à 18 ans, pensons à ceux qui ont eu 20 ans en 1940. Rien n'explique mieux le bon vieux temps qu'une mauvaise mémoire. 2020 est une épreuve, mais ce n'est qu'une épreuve, et l'humanité en a surmonté de bien plus graves. Après 2020, année de la tristesse, viendra 2021, et grâce au vaccin, grâce à notre respect des règles, grâce à notre solidarité, ce sera l'année de l'espoir, l'année où nous surmonterons à notre tour l'épreuve qui nous est assignée. C'est le vœu que je forme aujourd'hui. Nous sommes en guerre contre tous les Français. Je vais vous proposer le sondage de l'Institut Malhuret. Depuis plus d'un mois, nous sommes en rupture de stock de vaccins anti-grippe. Pourtant, les laboratoires en ont produit 1,5 fois plus que l'an dernier. Les pharmacies ont été dévalisées. Conclusion, quand on propose aux Français un vaccin connu et sûr, ils se précipitent dessus, surtout quand on risque le même hiver d'attraper la grippe et la Covid. Mon pronostic, quand nous commencerons la vaccination après que les Anglais et les Américains l'auront reçue depuis 1 mois, ce qu'il faut craindre,
Ce n'est pas que les doses restent dans les congélateurs, mais que nous peignons à répondre à la demande. Le monde est devenu dangereux et compliqué. Avant, vous étiez de gauche, du centre ou de droite et vous votiez en conséquence. Cette grille, contrairement à ce qu'on dit, n'a pas été remplacée par l'opposition démocrate populiste. Mais il y a désormais deux axes de lecture, l'axe gauche-droite et l'axe démocrate-populiste. Je partage l'analyse du président sur ce point, mais je préfère de loin le terme de démocrate à celui de progressiste, tant j'ai vu dans ma vie se produire de catastrophes au nom du progrès. D'ici quelques mois, la pandémie sera vaincue par une extraordinaire performance scientifique, technologique, industrielle et logistique mondiale. J'allais dire mondialisée, mais je ne voudrais choquer personne. Bien sûr, les anti-sciences ne vont pas lâcher le morceau. Ils essaient maintenant de discréditer les vaccins, avec un certain succès, si l'on en croit les sondages qui affirment que 60% de la population serait réticente. Les sondages disaient aussi qu'Hillary Clinton serait élue contre Trump et que les Anglais voteraient contre le Brexit. Si l'on faisait le boulot en demandant à ceux qui hésitent, si c'est parce qu'ils sont contre les vaccins, j'en viens aux nouvelles plus préoccupantes. Et la première est que nous sommes loin d'en avoir fini avec l'épidémie. Lors du premier discours du Premier ministre ici en juin dernier, je lui avais dit qu'on lui avait confié un job à 10 000 aspirines. J'étais peut-être en dessous de la réalité. La course de vitesse a commencé entre la probabilité d'une troisième vague qu'il faudra réussir à maîtriser et l'arrivée de l'immunité collective avec l'aide du vaccin qu'il faudra réussir à assurer. Les mois qui viennent seront le véritable crash test de l'épidémie pour le gouvernement qui sera jugé sur son issue et pour tous les Français qui seront à la fin s'ils font encore partie des nations qui résistent et qui réussissent ou des nations déclassées et reléguées en deuxième division. Le premier acte de la pandémie fut mondialement une immense surprise, une immense incompréhension et une immense pagaille, à l'exception des pays asiatiques déjà confrontés aux problèmes dans le passé. Cet acte s'est terminé par la solution la plus drastique mais la plus coûteuse, à tout point de vue, le confinement strict. Le deuxième acte a commencé par le déconfinement de l'été. Nous avions fait beaucoup de progrès. Nous avions les gestes barrières, les masques, les tests et la stratégie tester, tracer, isoler. Mais nous n'avons pas réussi à la maintenir sur le terrain. La conséquence en fut le deuxième déconfinement. Le troisième acte commence aujourd'hui. Si nous voulons le réussir, il faut identifier nos points faibles, et j'en vois deux principaux. L'isolement d'abord, qui divise la France en deux camps, obligatoire ou non. Posé en ces termes, la question n'a pas de solution. Entre l'isolement laissé au gré de chacun qui aboutira au même résultat qu'en octobre et l'isolement obligatoire qui conduira nombre de nos concitoyens à refuser les tests, la solution est un isolement réellement accompagné avec des équipes allant à domicile et de réelles possibilités d'accueil pour ceux qui ne peuvent rester chez eux. Votre déclaration, Monsieur le ministre, et l'annonce de moyens humains accrus montrent que vous l'avez compris. Nous sommes en guerre contre tous les Français. Le deuxième défi est la logistique pour acheminer les vaccins jusqu'à leurs destinataires. Je disais tout à l'heure que nous sommes en rupture de stock de vaccins anti-grippe. Si l'État ne peut éviter qu'un vaccin bien connu, annuel, facile à conserver, soit absent des pharmacies depuis un mois, vous comprendrez mes inquiétudes sur la capacité à assurer la logistique d'un vaccin produit à flux tendu, conservé à moins 80 degrés, commandé au même moment par le monde entier. Ma crainte n'est pas que les Français ne veuillent pas se faire vacciner, c'est qu'ils ne puissent pas se faire vacciner. Voilà votre deuxième défi, Monsieur le ministre, et je vous souhaite de tout cœur d'arriver à le relever, mais il va vous falloir encore bien des boîtes d'aspirine. La vaccination pour tous, c'est la liberté pour tous. Les droits de chacun doivent être respectés, les contraintes excessives évitées, mais à condition de ne pas mettre en danger la santé d'autrui et de ne pas oublier que le corollaire de la liberté, c'est la responsabilité. Apartheid pour Florian Philippot, coup d'État pour Asselineau, discrimination généralisée pour Coquerel et ce soir enfermement généralisé pour Ravier. Étoile jaune ou Shoah pour les plus audacieux. En définitive, la meilleure preuve des progrès de l'humanité, c'est qu'en 2500 ans, nous sommes passés de Socrate sur l'Agora à Francis Lalanne sur Facebook. Quel dommage que les réseaux sociaux n'aient pas existé plus tôt pour défendre contre les dictateurs de la piqûre la liberté de mourir en harmonie avec la nature et ses dons, parmi lesquels nos compagnons de toujours, la variole, la poliomyélite, la peste et le choléra, qui ont permis aux plus grands auteurs, Camus, Giono, Thomas Mann ou d'autres, d'écrire les chefs-d'œuvre immortels de la littérature de pandémie.
La variole a disparu. Le Covid, lui, a des chances de survivre grâce à tous les résistants numériques qui exigent le droit d'attraper le virus et de le combattre comme les Polonais de 40 contre les chars soviétiques, à la seule force de leur poitrine et de leurs mains nues, et le seul secours de l'hydroxychloroquine, parfois renforcé par un médicament redécouvert, le Ricard. Les anciens mouraient le poing levé sur les barricades en chantant l'Internationale. Nos héros sont prêts à mourir le poing levé dans les discothèques au son de Staying Alive. Nous sommes en guerre contre tous les Français. Les leaders qui sont ici, non pas pour combattre le virus, mais pour combattre le gouvernement, pour combattre le système, pour combattre à peu près tout, ces leaders que je viens de citer, et dont d'ailleurs c'est des drôles de leaders, je n'ai pas de mots assez durs. Ils sont en train de nous faire ils ont déjà fait freiner la vaccination au début en décembre, en retardant, en foutant la trouille à tout le monde sur les vaccins. Ils continuent aujourd'hui à travers la critique du pass sanitaire. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a 200 000 personnes qui manifestent dans les rues, derrière eux, et je le regrette. Et il y a 800 000 personnes. Il faudra qu'ils répondent de leurs responsabilités. Pour moi, ce sont des irresponsables. Donc, répondre de leurs responsabilités, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que vous me dites qu'il y a 200 000 personnes dans les rues, et il y a tous les samedis, il y a 800 000 personnes, entre 5 et 800 000 personnes par jour, qui manifestent dans les vaccinodromes en se faisant vacciner. Où est la majorité du peuple français? Comment est-ce qu'ils peuvent prétendre qu'ils représentent le peuple français? Par ailleurs, vous me disiez, les Français perdent, ou en tout cas certains Français perdent confiance dans les politiques. Je vous signale que la démocratie, c'est pas les 200 000 personnes qui sont dans les rues, c'est que sur cette affaire de passe sanitaire, et pour la première fois depuis longtemps dans une unité nationale retrouvée, le président de la République, le gouvernement, le Conseil d'État, l'Assemblée nationale, le Sénat se sont tous mis d'accord après une discussion franche, une discussion sérieuse, et ces gens-là sont élus, et nous sommes élus. Et cette représentativité, je pense qu'elle est supérieure à celle de leaders autoproclamés qui se renseignent sur les réseaux sociaux pour nous donner des théories absolument incroyables. Alors que le virus a fait 10 millions de morts dans le monde, et sans doute beaucoup plus, et que le vaccin n'a fait aucun mort, ils combattent le vaccin, ils ne combattent pas le virus. C'est absolument incompréhensible. Alors Claude, tu es docteur vraiment? Tu es médecin en quoi? Eh bien, médecine tropicale, épidémiologie, parce que j'ai passé beaucoup de temps dans le tiers-monde, une dizaine d'années avec Médecins sans frontières, et quand on est spécialisé en médecine tropicale, c'est une spécialité difficile à exercer ici, alors évidemment je l'ai exercé ailleurs. Ouais. Et si quelqu'un s'évanouissait là parmi nous, si Yannick avait un malaise par exemple, tu serais capable de... Je pense qu'aujourd'hui, il vaudrait peut-être mieux prendre le téléphone et appeler SOS Médecins. Ah bon, t'as perdu la main. Parce que ça fait quand même quelques années que j'ai arrêté. SOS tennis, t'as perdu la main là. Probablement, oui, on perd vite la main dans ce métier si on arrête, et ça fait quand même quelques années que j'ai pas fait de médecine. Quant à la crise économique, elle n'a rien à voir avec celle de 2008. Elle est beaucoup plus profonde, mais elle sera, je le crois, beaucoup plus courte. Lorsque la pandémie cessera, le monde entier sera saisi d'une frénésie de consommer, de voyager, d'aimer, en un mot de vivre, et espérons-le de manière plus respectueuse de notre planète qu'aujourd'hui. Il n'y a rien qui s'oublie aussi vite que les guerres, les catastrophes ou les épidémies, une fois les beaux jours revenus. Je ne dis pas cela par hasard, mais parce que je l'ai vécu souvent et dans des pays bien plus vulnérables que le nôtre. C'est aussi ce que nous disent les livres d'histoire. Cette capacité d'oublier, ou peut-être faudrait-il dire confiner le malheur, c'est sans doute une des raisons pour lesquelles l'humanité a survécu à des époques infiniment plus rudes et à des crises infiniment plus graves que celles d'aujourd'hui. Et celle-ci, comme les précédentes, bien sûr, nous la surmonterons. La dispersion d'un mouvement et l'oubli de ses objectifs, dont il ne resterait pas plus que ce qui reste d'un moineau ayant traversé un ventilateur. France, qu'es-tu devenue? France, ton âme est corrompue. Tu donnes l'asile et nos grands écrans à des pédocriminels ayant fui la justice quand tu le refuses. À des géants qui alertent sur les traîtres et leurs complices. Tu préfères t'obstiner à défendre des idées, répétant que l'union fait la force, que dans la simple réalité que tu es divisé jusqu'à la Corse. La France colonie américanisée ne voit plus que l'écho et la compétition. Même quand un pont vient à s'effondrer, elle se persuade que non, la faute est au camion.
l'océan média devant de Bonaparte. Sur un air de Black Sabbath, et même si tu pleures au jaune, ton sang lui reste rouge. Tes lumières sont éteintes, ta culture s'évanouit, ta vie n'est plus un art, même si sur tes ronds-points on survit. Mais tu sais aussi que dans un coin du maquis, un noyau de résistance ne compte pas te laisser prendre. De la Gola de Gaulle, ta dignité n'est pas à vendre. Marches-tu sur la tête ou es-tu hypnotisé? C'est la fin de la fête, tu te dois de riposter. Marches-tu sur la tête ou es-tu hypnotisé? C'est la fin de la fête, tu te dois de riposter. Marches-tu sur la tête ou es-tu hypnotisé? C'est la fin de la fête, tu te dois de riposter. Marches-tu sur la tête ou es-tu hypnotisé? C'est la fin de la fête, tu te dois de riposter.